Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Ils sont comme vous, comme moi. Ils paient leurs impôts. S'effacent devant les dames. Aident les aveugles à traverser la rue. Jouent avec les petits-enfants. Et puis un jour, ils tuent. Les assassins sont parmi nous. Il fait beau, le soleil luit, les petits oiseaux chantent. C'est un jour idéal pour un mois d'octobre. Il fait beau, le soleil luit, les petits enfants attendent en piaillant au bord du trottoir. Ils attendent que la large figure de l'agent William Fox se tourne vers eux et que, ses deux bras protecteurs étendus, il leur fasse signe de traverser. Et l'agent Fox pense, comme ils sont mignons, de vrais petits piafs. Ah, si un jour, j'ose demander à Millie Perkins, la vendeuse au rayon crèmerie du drugstore, de devenir ma femme, eh bien moi aussi, j'aurai 2 ou 3 piafs comme cela. Et ils seront fiers de dire à leurs copains, regardez, c'est notre père qui fait obéir les autos. Et oui, il fait beau, le soleil luit, les petits-enfants s'envolent vers leur école, leur belle école toute neuve. Oh, ils sont formidables, les gosses. Ils ont déjà posé leurs petites pattes partout, ils sont déjà chez eux. Et pourtant, officiellement, leur école n'existe pas. C'est seulement tout à l'heure qu'elle sera inaugurée par monsieur le sénateur Calverston lui-même. Et c'est alors seulement que les journaux et la télévision locale s'apercevront que l'école est là. Mais de tout ça, les gosses, les petits piafs, ils s'en fichent, et c'est bien eux qui ont raison. Voilà ce qu'il pense, l'agent William Fox, tandis que 4 grosses limousines s'arrêtent au bord du trottoir et que des costauds en costume infroissable en descendent comme dans un film en roulant des mécaniques. Ils vont vérifier le moindre recoin du podium dressé sur la pelouse, décoré de vagues de tissu aux couleurs du drapeau américain. Il y en a même un qui se met à 4 pattes pour regarder sous le pupitre de l'orateur, un pupitre étroit, orné d'un gros macaron bleu, blanc et rouge. Et c'est qu'on ne plaisante pas avec la sécurité d'un sénateur. Un petit homme à lunettes d'écaille, probablement un secrétaire de Calverston ou son agent de publicité, s'agite ici et là en prenant des airs responsables. Les haut-parleurs de la sono crachotent, lâchent un sifflement à vriller les tympans, puis une bande magnétique envoie quelques mesures de l'hymne américain, suivi de la voix du sénateur. « Mes chers amis, mes chers enfants !» L'agent William Fox sent soudain derrière sa tête un drôle de poids, une lourdeur, comme un éblouissement. « Mes chers amis, mes chers enfants !» L'agent William Fox ne va décidément pas bien. Sous sa casquette, ses cheveux se mouillent de transpiration et des gouttes poisseuses coulent sur son front. Oh, ça doit être le soleil. Ah oui, c'est ça, le soleil. J'ai dû rester trop longtemps au milieu de cette rue pour faire traverser les petits piafs. Mes amis, mes chers amis, mes très chers enfants. Le sénateur fait des effets de micro. William Fox s'appuie contre un poteau. Cette musique, cette voix et ce macaron bleu, blanc, rouge sur le pupitre, c'est comme un souvenir, un très très vieux souvenir. Et ça tourne, ça tourne. Mes amis, mes chers enfants. Mais si seulement ce sénateur cessait de répéter toujours la même chose, le souvenir pourrait se préciser. William Fox se sent coupable. Oui, c'est ça, il se sent coupable. Il devrait faire quelque chose d'essentiel. S'il ne le fait pas, c'est mal, c'est très mal. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mes amis, mes chers enfants! La voix s'est arrêtée brusquement. L'homme à lunettes d'écaille lève le pouce en direction des électriciens. « Ok, c'est très clair. Tâchez que ce soit aussi bon tout à l'heure, hein ?» L'agent Fox éponge son front, d'un seul coup ça va mieux. Le macaron bleu, blanc, rouge a cessé de tourner. Ah, sacré soleil tout de même. L'homme aux lunettes est content, tout s'annonce bien. Pourtant, il a eu tort d'arrêter le magnétophone aussi vite. S'il l'avait laissé tourner quelques secondes de plus, il aurait évité un bien grand malheur. Et il aurait aussi évité à l'agent Fox, au paisible William Fox, de devenir un assassin. Car un crime bizarre se prépare, qui nous est raconté par Gregory Frank. Il fait beau, le soleil luit, et les alentours de la nouvelle école bourdonnent d'une activité exceptionnelle. Après les membres du service de sécurité sont arrivés successivement les journalistes, les cars de télévision qui ont dressé des caméras sur les toits et une unité de policiers d'État sur des motos bardées de chrome.
Des types aux carrures impressionnantes, casqués comme des martiens, avec des figures comme des gros scarabées, derrière des lunettes de soleil en miroir. Ils ont mis leur moto en travers de la route, ils ont décroché de leur selle des fusils à pompe redoutables, et ils sont allés se poster à des points précis, comme si on leur avait dessiné leur emplacement à la craie par terre. Personne n'a adressé la parole à l'agent William Fox. Lui, c'est un peu comme un gardien de square, sauf qu'il a un revolver de calibre 38 à la ceinture. Mais il fait partie des meubles, du décor. Il a reçu de la municipalité la consigne de se mettre à la disposition des forces spéciales, mais on ne lui a rien demandé. Alors il se tient modestement debout à l'ombre d'un pilier. Il attend la fin de la matinée, l'heure de la sortie. On aura sûrement besoin de lui. Mais là, tout se précipite. De chaque côté de la rue, un embouteillage monstre se forme. On arrête sur place les voitures des parents. On dirige une foule de mamans et quelques papas à pied vers la pelouse, comme par hasard, juste devant le podium. C'est là qu'ils devront attendre pour récupérer leur progéniture. William Fox hoche la tête. Voilà le moyen de se constituer à coup sûr un auditoire devant les objectifs de la télévision. Synchronisé comme par un chef d'orchestre, un concert de sirènes retentit au bout de la rue lorsqu'un maximum de gens sont entassés devant l'école. Précédé d'une escadrille de motos, voici le cortège du grand homme. Tandis que les voitures, longues à n'en plus finir, arrivent au ralenti, plusieurs jeunes filles sorties d'une camionnette distribuent des petits drapeaux et déplient des banderoles à l'effigie de Galveston. Du travail de professionnel. Que faire d'un petit drapeau qu'on vous a fourré dans la main, sinon l'agiter lorsqu'arrive une célébrité? Et c'est bien ce que font tous ces gens, tandis que les jeunes filles avec de gros pompons jaunes au bout des bras dansent au premier rang et scandent le slogan « Galveston, c'est notre homme! Galveston, c'est notre homme !» Comme s'il ne pouvait pas résister à cet appel populaire, le sénateur sort en souplesse de sa voiture, lève ses mains jointes au-dessus de sa tête, le sourire éclatant, la mèche rebelle, lui donnant l'air d'un jeune homme de 50 ans. Le sénateur Robert Calverston, l'élu de toutes les femmes, l'ami de tous les hommes, Robert Calverston, le futur maître de la Maison-Blanche. Enfin, c'est ce que dit sa publicité. Et de fait, il se dégage de lui une indiscutable séduction. Les parents un peu irrités au départ de cette manifestation imprévue se bousculent maintenant pour essayer par-dessus les épaules du service d'ordre de serrer une main qui demain, peut-être, tiendra les commandes du pays. William Fox a été entraîné par cette vague humaine et il se laisse balloter, débonnaire, tâchant seulement de garder debout sa grande carcasse. Le sénateur arrive au pied du podium et, prenant appui sur une main, il saute directement sur l'estrade pour montrer qu'il est aussi un parfait athlète. C'est du délire chez les jeunes filles à pompons jaunes. Il rejoint la direction de l'école, le maire, les autorités, un prêtre et la veuve du milliardaire qui a sponsorisé la construction du collège. Des poignées de main, plus ou moins longues selon l'intérêt qu'elles représentent devant les photographes, William Fox a réussi à se dégager de la foule et grâce à son uniforme, il a obtenu une petite place au calme à 5 mètres du podium, au milieu des majorettes à pompons qui se sont assises par terre. Le petit homme à lunettes d'écaille qui suit le sénateur comme son ombre s'approche à pas de souris du pupitre au centre de l'estrade, gratouille les micros pour s'assurer qu'ils sont branchés, puis fait un signe aux électriciens. Les haut-parleurs éclatent l'hymne à la bannière étoilée. Et dans la tête de l'agent William Fox éclate une lumière, comme un phare qui pulse directement sur le circuit de sa mémoire. Et cette lumière pèse lourd aussi. Le sénateur avance à pas mesurés vers le pupitre et vient se placer, l'air recueilli, juste derrière la cocarde bleu-blanc-rouge. La cocarde qui se met à tourner quelque part dans la mémoire de l'agent Fox. C'est important, William. Si tu ne le fais pas, William, ce sera mal, très mal. Tu serais coupable parce que tu représentes l'Amérique, William. Qui a dit cela un jour à l'agent Fox? Oh, c'est loin, c'est très loin, mais c'est important, terriblement important. Assise par terre, l'une des jeunes filles à pompons jaunes lève la tête vers ce grand gaillard en uniforme qui titube. « Ça ne va pas, monsieur, c'est le soleil ?» William Fox ne répond pas. Ce n'est pas le moment qu'elle l'embête, cette perruche. Pas le moment, parce qu'il sent qu'il est sur le point de savoir ce qu'il faut faire et qu'il doit faire. L'hymne s'est arrêté. Le sénateur pose ses 2 mains sur le bord du pupitre et la foule sent le regard vert, le célèbre regard vert de Robert Calverston passer au-dessus d'elle vers des horizons qui la dépassent. En réalité, il regarde vers les caméras qui représentent quelques centaines de milliers de spectateurs. « Mes chers amis,
Mes chers enfants, William Fox se sent pris dans un corset qui lui écrase la poitrine. La cocarde bleu, blanc, rouge tourne plus vite. Robert Calverston démasque ses dents éclatantes, pointe l'index vers le public. Mes chers amis, mes chers enfants, l'Amérique, c'est vous! Ça y est. William Fox se rappelle ce qu'il doit faire, et il le fait. Il dégaine son arme de service, il avance de 2 pas, il lève le bras droit au-dessus de la cocarde et il tire. Il tire 3 balles de calibre 38, 2 au cœur, 1 à la tête, la belle tête du sénateur Galveston. Le corset relâche sa pression sur la poitrine de l'agent Fox. Tout se passe normalement, et très lentement aussi. Là-bas, très loin, des jeunes filles à pompons jaunes ouvrent la bouche pour hurler. Plus loin encore, des gorilles en costume infroissable et des scarabées casqués lèvent un pied pour courir très lentement. William Fox sait qu'il a tout son temps pour terminer. Il tourne le canon du 38 vers sa bouche et il presse la détente. C'est bien. C'est très bien, William. Mais voici que les choses se détraquent. Quelqu'un saisit le poignet de William, le détourne. L'éclair du 38 est brûlant. Le choc du projectile comme un camion contre le crâne. Juste avant de sombrer, William Fox proteste. Il sait qu'il n'est pas mort. Et ça, c'est injuste. On l'a empêché. Ce n'est pas sa faute. Devant des milliers de témoins, la brillante carrière du sénateur Calverston vient de s'achever. Et voici que commence un mystère épais. Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Mathilde est toujours seule dans l'agent. William Fox était sûrement fou. C'est ce qui ressort de tous les commentaires faits par tous les journalistes de toutes les télévisions du monde, en passant et repassant au ralenti les images de l'assassinat du sénateur Robert Calverston. L'arrivée du politicien souriant, les drapeaux agités par les parents d'élèves, le saut en souplesse sur l'estrade, le recueillement sur l'hymne national. Et puis, regardez bien, chers téléspectateurs, sur cette image grossie 20 fois, voici un détail que personne ne remarque sur l'instant. Vous voyez ces majorettes assises au pied de la tribune. L'une d'entre elles lève la tête vers un agent de police en uniforme. Elle s'appelle Tessie Grover, et voici son témoignage. Apparaît en gros plan une jeune rousse aux yeux gonflés de larmes. Il était près de moi, juste à côté. À un moment donné, il m'a semblé qu'il avait un peu de peine à tenir debout. Je lui ai demandé si ça allait. Il n'a pas répondu. Il regardait fixement la tribune. Alors je me suis dit que ça devait être un admirateur. Ce n'est pas moi qui allais le déranger, puisque je suis du groupe des supporters de Bob, enfin du sénateur. Oh, c'est épouvantable. Et la jeune Tessie fond à nouveau en sanglots. Le commentateur reprend. Regardez bien maintenant ce ralenti impressionnant. Le sénateur achève sa première phrase. L'Amérique, c'est vous. Et voici le geste. Le geste d'une extraordinaire précision du meurtrier. Vous le voyez dégainer, pointer son arme, et vous voyez les 3 éclairs successifs des projectiles qui atteignent le sénateur à la poitrine, puis en pleine tête. Et observez bien, c'est hallucinant. Sur le podium, les officiels n'ont pas encore réalisé ce qui est en train de se passer. Le sénateur projeté en arrière achève à peine sa chute que déjà le service d'ordre réagit. 2 hommes sur l'estrade, et puis 2 autres en bas qui plongent vers l'agresseur. L'agresseur qui, à cette même fraction de seconde, retourne contre lui l'arme du crime. Et vous voyez l'un des gardes du corps qui agrippe le poignet du forcené et qui détourne le coup de feu pendant qu'il quitte le canon. C'est grâce à ce réflexe fantastique que nous aurons peut-être un jour l'explication de ce meurtre, puisque vous le savez, Fox est dans le coma, mais selon les médecins, ses jours ne sont plus en danger. En attendant, l'examen de la personnalité de ce paisible agent de police municipale ne permet logiquement de retenir qu'une seule hypothèse, l'agent William Fox était sûrement fou. L'agent William Fox était sûrement fou. C'est le leitmotiv aussi de tous les communiqués officiels. Pourtant, dans des bureaux luxueux et secrets au cœur de sous-sols bétonnés et plombés, d'autres hommes perplexes passent aussi, image par image, le film tragique. Chaque millimètre carré de chaque morceau de pellicule est analysé, digitalisé par des ordinateurs, interprété par des experts. Mais cela ne révèle rien que l'on ne sache déjà. Le corps du malheureux sénateur, lui aussi, est parti en données informatiques vers les mémoires puissantes. Les projectiles, l'arme du crime, ont raconté
tout ce qu'un bout de métal peut raconter. Et l'on n'a rien, toujours rien. Les amis, les parents, les chefs de l'agent Fox ont été interviewés pendant des dizaines d'heures. On est même remonté jusqu'à ses instructeurs à l'académie de police, et on a épluché son écriture dans des dictées retrouvées aux archives de son école de village. Et à l'heure présente, on n'a rien d'autre que cette explication qui n'explique rien. L'agent William Fox était sûrement fou. Mais alors, il a fallu que cette folie soit bien soudaine, bien momentanée, ou bien cachée. Parce que, jusqu'à ce qu'il sorte ce revolver, William Fox était un paisible garçon, vigoureux, bon citoyen, aimant ses semblables, convaincu d'agir pour leur bien et timide avec les femmes au point de n'avoir jamais osé demander en mariage la vendeuse du rayon crèmerie au drugstore local. Jamais il n'avait eu le moindre contact avec une organisation politique, ni même écologiste, et pour autant qu'on le sache, ses opinions étaient plutôt républicaines, donc du côté de sa victime. Puisqu'il faut trouver une raison logique à cet accès de folie, on la trouve. 4 mois avant l'attentat, William Fox avait fait un séjour de 2 semaines à l'hôpital. Il avait été renversé par une voiture un soir en revenant du cinéma. Le chauffard ne s'était pas arrêté, il n'y avait eu aucun témoin, et l'enquête, demandée automatiquement par l'intendant général, n'avait donné aucun résultat. Le brave William s'était refusé à porter plainte. Oh, dites donc, si c'était un malheureux garçon de 20 ans avec un verre dans le nez, il ne sortirait pas de tôle avant d'avoir des cheveux blancs. Je ne peux pas être la cause de ça. Et il avait ajouté, d'ailleurs, je n'ai que 2 côtes cassées, et je trouve que les docteurs me chouchoutent un peu trop en me gardant 15 jours ici. Eh bien, il faut croire que cet accident avait eu d'autres conséquences, des lésions plus graves, qui ne se sont manifestées que 4 mois plus tard par un acte insensé. On examine donc, autant que faire se peut, William Fox, le meurtrier rescapé. Sa tentative de suicide a échoué de peu, le coup de feu dévié in extremis lui a emporté l'oreille droite, brûlé profondément la joue et littéralement soufflé le cuir chevelu sur une surface large comme la main. Blessure hideuse, mais sans réel danger. Par contre, il est probable qu'il aura de la peine à parler et que son oreille interne a été détruite par la déflagration. Mais on ne saura cela que lorsqu'il se réveillera. Pour l'instant, il est dans un état qui laisse perplexes les médecins. C'est une sorte de coma, mais l'électroencéphalogramme donne des signes d'une activité cyclique. Il faut attendre plusieurs semaines, et voici enfin une manifestation d'éveil pénible, douloureuse et surprenante. En effet, et pour autant qu'il puisse l'exprimer en griffonnant sur un bloc, l'agent William Fox ne garde aucun souvenir de son acte. Il croit dans les premières heures qu'il est encore à l'hôpital après avoir été renversé par le chauffard inconnu. Puis, petit à petit, il lui revient quelques souvenirs de ces 4 derniers mois. Par étapes, on lui fait récupérer les semaines, les jours qui manquent dans sa mémoire. Mais rien du tout en ce qui concerne les heures précédant son crime. Cette matinée reste pour lui dans le néant. Alors on se décide à lui projeter sur un écran de télévision le film du drame. Lorsque retentit l'hymne, William se raidit comme écrasé dans un étau. Puis, lorsque le sénateur prononce à nouveau « L'Amérique, c'est vous », Fox pousse un hurlement sous ses bandages. Et c'est tout. Oui, c'est tout ce que l'on sait avec quelques certitudes. Ces dernières secondes ont été rapportées par une infirmière qui était là comme assistante. Ensuite, les policiers qui tentaient l'expérience prièrent cette jeune femme de quitter la pièce, et cela avec l'approbation du médecin-chef. Et puis, William Fox fut mis au secret. Un mur hermétique s'éleva autour de lui au nom du secret médical et de celui de l'instruction. Il ne fut plus possible de savoir avec précision comment cheminait l'enquête, et si même elle cheminait. Plus rien, jusqu'à la mort de William Fox. Cette mort, bien sûr, il fallut l'annoncer. Alors 2 journalistes acharnés, qui n'avaient pas lâché prise malgré les pressions, firent savoir qu'ils avaient réuni des éléments troublants. Il était question d'interrogatoire de William Fox sous hypnose. Question: Fox avait-il donné son consentement? Question: des renseignements obtenus de cette manière pouvaient-ils être portés dans un dossier d'enquête? Enfin, pourquoi ni ses méthodes ni leurs résultats n'étaient-ils mentionnés où que ce soit? Les journalistes citaient aussi des bribes de conversation avec le personnel hospitalier, et mises bout à bout,
L'ensemble donnait un tableau assez étonnant. William Fox se serait souvenu de scènes au cours desquelles, dans un endroit mal défini, on l'aurait préparé précisément à commettre son acte. Il parlait de la musique, d'une cocarde tricolore, et même la phrase exacte du sénateur « L'Amérique, c'est vous », qui aurait servi de déclencheur au geste mortel. Cette préparation aurait pu avoir lieu 4 mois auparavant, au cours du séjour de Fox à l'hôpital. On lui aurait ordonné d'oublier tout jusqu'à l'instant fatal, puis de se supprimer, ce qui a crédité la folie meurtrière. Mais alors question, existe-t-il une organisation qui sache programmer un être humain par-delà sa volonté, une organisation qui puisse planifier avec plusieurs mois d'avance où sera un homme politique, quelles paroles il prononcera, une organisation qui puisse posséder le dossier avec le profil psychologique d'un simple agent municipal et décider, oui, cet homme est influençable, de plus, il sera sur place à coup sûr. Cette organisation ferait alors renverser Fox par un faux chauffard et aurait le pouvoir de faire soigner l'accidenté très précisément dans un lieu où, sous couvert de convalescence, on le transforme en un assassin, genre robot humain. Allons, messieurs les journalistes, à qui feriez-vous croire un tel amalgame de sottises? Vous n'avez aucune source digne de foi, aucun témoin. Tout ceci est de l'élucubration pure et simple. Voilà ce qui fut opposé aux 2 reporters lorsqu'ils tentèrent de publier leur enquête. L'un d'entre eux demanda à voir la cellule de la section psychiatrique de la prison où William Fox était mort. Le reporter prit des mesures, fit des additions et retourna vers son journal. Sur le chemin, drôle de hasard, sa voiture fut broyée par un camion-citerne dont le chauffeur périt aussi dans l'incendie. Mais l'autre journaliste repartit sur la même piste et publia les mesures relevées par son malheureux collègue. William Fox s'était donné la mort en se pendant avec une serviette à un anneau qui se trouvait au plafond de sa cellule. La seule cellule d'ailleurs possédant un anneau de ce genre. Or, en mettant bout à bout la taille de William Fox, la longueur de la serviette et le tabouret renversé dans la cellule, il manquait presque 30 centimètres pour atteindre l'anneau fatal. Le suicidé avait donc sûrement dû sauter depuis le plafond. Vous allez me dire, c'est une histoire de fou. Mais oui, voyez le dossier officiel. L'agent Fox était fou. Vous venez d'écouter Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.